Bonjour les amis, on se retrouve pour un format que j'aime bien et je crois que vous aussi vous l'aimez bien puisqu'on va se plonger dans le portefeuille d'un des abonnés à cette chaîne. Vous savez que quand vous êtes membre de la page Patreon, vous pouvez m'envoyer des captures de vos investissements, des captures de votre portefeuille et je vous fais un retour à partir de mon expérience pour qu'on puisse en discuter. Si je vois des choses qui me paraissent aberrantes, je le dis et de façon plus générale, je peux lancer quelques pistes de réflexion sachant évidemment que vous connaissez l'expérience que j'ai sur les marchés financiers, vu que je suis tout à fait transparent, vous savez ce que je fais, vous savez comment j'investis, vous savez que j'ai une approche particulière qui est une approche de la recherche de rendement pour me dégager un revenu passif qui grandit mois après mois, semaine après semaine, année après année, et donc gardez toujours ça à l'esprit que je suis biaisé par cette approche quand je discute de vos stratégies. Alors, on va regarder ce que nous dit ce membre valeureux de la communauté. Salut Victor, j'ai 23 ans, je suis joueur de poker professionnel depuis maintenant 4 ans et j'ai commencé à investir en bourse au début de l'année 2023 après une mise à l'évidence sur mes résultats en crypto. Il m'en reste d'ailleurs un peu car je n'arrive pas encore à tout abandonner. Une mise à l'évidence de mes résultats en crypto, tu veux dire que c'est t'as réalisé que c'était un peu du bois, que t'avais fait des bêtises, que t'avais perdu des thunes. En tout cas, tu t'es lancé en bourse au début de l'année 2023. On en rediscutera, mais c'est donc tous les moments où on commence à investir sont particuliers, mais il faut bien avoir conscience de ce qu'il y a de particulier au moment où on commence à investir, parce que voilà, j'imagine que si t'as déjà investi sur les cryptos, tu sais un petit peu ce qui se passe quand ça tangue, mais voilà, gardez à l'esprit que le début de l'année 2023, c'est une année où ça a seulement retracé vers le haut, donc à voir comment est-ce que tu te comporteras quand les marchés vont tanguer. Mon portefeuille est encore assez petit, j'ai pris mon temps au début, 50 euros, puis 100 euros, puis 150, mon but aujourd'hui est d'épargner au moins 400 euros par mois, et si possible d'augmenter de 50 euros tous les mois, très bien. Ça c'est une des clés de l'investissement, c'est il faut être régulier, il faut se fixer un plan et s'y tenir, sinon vous allez avoir tendance à vous laisser guider par vos émotions, des fois vous allez être moins motivé, vous aurez moins envie d'acheter, et puis des fois vous serez au contraire super optimiste parce que vous allez vous laisser avoir par disons les fluctuations de l'humeur sur les marchés, donc c'est bien d'avoir un plan et de vous y tenir parce que c'est comme ça qu'on peut construire de la richesse sur le long terme sur les marchés financiers. Ma stratégie est orientée sur un portefeuille assez resserré en actions, je vise 9 actions maximum et à terme 50 à 60% d'ETF. Pour les actions, j'ai construit avec 3 géants de la tech et à côté de belles entreprises sur différents secteurs qui ont de beaux résultats ou un avantage concurrentiel. Mis à part Alphabet que je réussis peut-être à remplacer car pas de dividendes, je cherche des entreprises à dividendes mais c'est pas non plus le critère le plus important. Je veux avant tout de belles boîtes avec de beaux résultats et de belles finances. Par exemple, Realty Income ou Stag ne m'intéressent pas pour le moment. Niveau ETF, je pense aussi que ma sélection n'est pas top, peut-être la resserrer un peu plus. Est-ce que tu penses que je dois aussi commencer l'immobilier avec Realty? Pour l'instant, j'investis seulement en actions ou ETF. Bref, hâte d'avoir ton retour sur mon portefeuille. Qu'est-ce que tu penses de ma stratégie? Merci Victor, ton contenu est au top. C'est sympa. Alors, on va se plonger dans tout ça. Donc, t'as 23 ans, ça veut dire que t'as toute une vie devant toi pour l'investissement. Donc, pour répondre à ta question sur Realty, si tu veux, c'est pas mal Realty parce que c'est quelque chose qui te permet d'avoir un rendement assez régulier, ça te permet de t'exposer à l'immobilier, t'as un système qui est assez pratique pour pouvoir réinvestir directement les loyers pour acquérir d'autre part et bénéficier d'un effet cumulé. Moi ça me paraît pas idiot dans le cadre de ce que tu dis, à savoir que t'es joueur de poker professionnel et même si tu peux avoir des très bonnes années comme joueur de poker, même si ça demande des compétences, ça demande tout un tas de qualités intellectuelles et aussi émotionnelles, mais voilà, tu vas avoir des hauts et des bas dans ce genre de carrière, et si tu peux avoir une ligne de revenus passifs qui grandit de façon régulière, ça peut être pas mal. La seule limite que j'ai sur Realty, c'est qu'on est sur quelque chose qui est quand même assez récent. Moi je suis super content d'investir sur Realty, ça me fait plaisir, etc. Mais il faut garder à l'esprit que c'est un secteur qui est nouveau. Ça fait Realty, c'est une boîte, ça fait 5 ans que ça existe, donc ils ont pu voir venir, il y a une équipe de direction qui est très compétente à la tête, mais je pense que ta priorité c'est peut-être d'investir dans des actions et des ETF, et au fur et à mesure mettre une petite poche dans Realty que tu fais grandir au fur et à mesure, mais que ce soit pas trop important, parce que en fait t'as tellement de temps devant toi que t'as pas besoin
d'essayer d'aller chercher un surplus de performance en investissant dans des choses qui sortent un peu des sentiers battus. Rien que si tu investis dans des choses qui sont les plus simples, tu vois, des grosses entreprises, des ETF, vu l'horizon de temps que tu as, de toute façon, tu auras de super belles performances. Donc je sais pas si tu as besoin d'aller chercher un surplus de performance en sortant des sentiers battus. Alors, on va regarder à quoi ressemble ton portefeuille. Donc tu m'as donné des captures d'écran où on voit que tu as effectivement Apple, Alphabet, AstraZeneca, BlackRock, Ferrari, Lotus, LVMH, Microsoft, Walmart, et tu as également des ETF. Qu'est-ce que tu me montres également? Je crois que tu as un graphique où tu montres ta répartition entre les ETF et les actions. C'est pas mal du tout. En fait, ce que j'aime bien, c'est que tu sais, quand tu dis que tu cherches à avoir 50 à 60% d'ETF, je pense que vu ton horizon de temps, t'as pas forcément besoin. Pour moi, les ETF, donc ce qui est intéressant, c'est que c'est complètement passif. Mais ce qui est intéressant quand tu investis comme tu le fais toi, en sélectionnant des entreprises, c'est que là, t'apprends vraiment, parce que ça veut dire que tu vas devoir suivre des destins d'entreprise, tu vas devoir suivre leurs finances, tu vas devoir, quand ça bouge dans un sens ou dans l'autre, comprendre ce qui s'est passé au niveau des fondamentaux de la boîte, et donc avoir un portefeuille avec un certain nombre d'actions comme ça va te permettre de grandir et d'apprendre pas mal de choses. Donc je trouve que c'est intéressant. T'as fait le bon choix en ayant un portefeuille qui est resserré. Je vais aller voir certaines des valeurs, notamment Ferrari et Lotus, ça m'intéresse. Mais là, de ce que je vois, vu que t'as commencé à investir en 2023, t'as un portefeuille qui est orienté action de croissance, sur lesquels t'as eu de bons résultats. Il faut savoir qu'avec un portefeuille comme ça peut beaucoup tanguer. Un portefeuille comme ça peut beaucoup tanguer quand tu vas avoir des difficultés, quand tu vas avoir des nouvelles paniques, quand tu vas avoir des crises. Et c'est là qu'il faudra vraiment que tu te rappelles que tu joues le jeu sur le long terme. Parce que tu vois, le Apple, Microsoft, etc. Microsoft, là, je crois que c'est aux alentours de... Ça cote peut-être à 340, 350. Ça peut retomber à 240. Et quand tu l'as en portefeuille et que tu vois ton portefeuille qui tangue comme ça, ça peut surprendre, ça peut inquiéter. Donc savoir que le fait que tu aies un portefeuille resserré avec des profils de boîtes de croissance, là les boîtes de croissance tu les as achetées quand même assez haut, donc toujours garder à l'esprit que tu joues le jeu sur le long terme. Alors avant d'aller voir quelques boîtes particulières, je veux regarder les ETF parce que tac, ouais, en fait je pense pas que tu aies besoin d'avoir une palanquée d'ETF. Je pense que si tu prends juste un truc du type All World ou un truc du type SP500, t'es bien, parce que vu l'horizon de temps que tu as, je pense que la partie ETF, tu dois vraiment la garder comme j'investis dedans régulièrement et je m'en fous. Voilà, moi j'ai plein d'ETF, pourquoi? Parce que j'ai déjà expliqué, j'ai envie d'avoir des distributions régulières, j'ai envie de pouvoir chaque mois compter sur des revenus, parce que le moment où je vais potentiellement utiliser mon portefeuille comme un revenu supplémentaire, tu vois, c'est bientôt. Moi, je pense que quand j'aurai 45 ans, je déciderai d'utiliser mon portefeuille pour vivre au moins en partie avec. Mais voilà, toi, t'es très loin de ça. T'es très loin de ce moment-là. Je pense pas que t'aies besoin d'avoir toute une série d'ETF comme ça. Je pense pas que t'aies besoin de l'Europe non plus. Tu fais ce que tu veux, évidemment. L'ETF sur l'Europe, voilà, tu sais que l'Europe, c'est pas une zone qui est hyper dynamique. L'Europe, c'est vraiment une espèce c'est un gros livret A, quoi. L'Europe, c'est une poche de stabilité au sein d'un portefeuille, sachant que ça peut quand même aussi bien se casser la figure, donc je sais pas si tu as besoin de ça, et je sais pas surtout si tu as besoin d'ETF compliqués, tu vois, parce que plus tu as des ETF qui sont compliqués, là je vois que tu as un ETF avec un levier x2, les frais que tu as sur cet ETF c'est de 0.4, donc sur ton ETF là qui est sur le marché européen avec un levier, si tu prends en comparaison l'ETF de Vanguard sur le SP500, tu as des frais je crois de 0.07. Et ça, quand tu as un horizon d'investissement comme le tien, où tu as 23 ans, donc ça veut dire que tu vas investir sur le long terme, ça fait une vraie grosse différence. Ça fait une grosse différence entre 0.4 et 0.07. Je pense que vu l'horizon de temps que tu as, t'as pas à t'embêter à avoir plusieurs ETF. Ton attention doit être sur les boîtes que tu as sélectionnées. Si tu veux qu'il y ait une partie de ton portefeuille qui soit en stock picking, garde ton attention là-dessus. Ça sert à rien de multiplier les ETF dans un portefeuille, voilà, dans un portefeuille que tu construis sur le long terme. Ça sert à rien de se diluer en ayant tout un tas d'ETF. On va regarder deux entreprises parmi celles que tu as mentionnées. Donc Lotus, c'est la manière dont je me le représente, c'est un peu un genre de LVMH belge, donc le genre de boîte qui a tracé régulièrement comme ça et qui semble inarrêtable. Donc c'est ceux qui font les gâteaux là, les petits spéculoos que vous avez à côté des cafés là. Ça vient de Lotus. Alors on va voir si cette boîte est si costaud que ça. Alors ça c'est assez sympa.
Quand on voit que le payout ratio reste stable, alors que je crois que dans le même temps, le dividende doit pas mal s'apprécier, ouais, il y a quand même une belle croissance du dividende. Tu vois, la vitesse à laquelle ça va, c'est quand même assez intéressant. On aime bien avoir un chiffre d'affaires croissant et le chiffre d'affaires croît. Ouais, c'est marrant qu'ils soient capables de faire croître leur chiffre d'affaires aussi régulièrement. Les marges sont pas énormes, mais avec un business comme ça, ils ont quand même c'est un business avec pas mal de coûts. Alors, le cash flow par action, ça augmente. Ouais, ça augmente très vite. Ouais, c'est une boîte qui est bien orientée. La seule question, c'est la valorisation. J'imagine que c'est un truc qui se paye quand même super cher. Ouais, regarde le PER. Ça, un PER comme ça, donc dans un secteur comme ça, tu vois, parce que c'est une boîte qui est dans le secteur des trucs du type, je sais pas moi, Danone, Coca-Cola, Procter & Gamble, enfin disons que c'est la consommation de base. Tu vois, là c'est une boîte qui a l'air de pas avoir de problème, tu vois, elle semble être vraiment lancée, inarrêtable, etc. Dis-toi qu'un truc comme ça, si un jour t'as un vrai problème, tu vois, on se dit mais en fait c'est quoi cette boîte, en fait est-ce que c'est si puissant que ça, en fait est-ce que ça mérite d'être autant coté, bah voilà, imagine que ça retombe à un PER de 20, 22%, etc. Tu vas le sentir. C'est le risque qu'on a avec ce genre de boîte, mais d'un autre côté, si c'est un peu comme LVMH, c'est le genre de boîte où tu te dis, ouais, c'est toujours trop cher. D'ailleurs, en fait, c'est quoi le PER de LVMH, je me demande. Tu sais, quand on dit ça, ouais, LVMH, on a l'impression que c'est jamais le moment de l'acheter, c'est toujours trop cher. C'est à combien? Ouais, regarde. LVMH, tu l'achètes avec un PER de 26, de 24, etc. Donc ça me fait quand même dire que on n'est pas du tout dans le même secteur, hein, mais pour moi c'était un peu le même profil de boîte, tu vois, une espèce de tank qui trace, qui avance toujours. Ça me paraît quand même cher. Lotus, ça me paraît cher, donc voilà. Tu peux mettre une pièce dedans pour voir, mais je sais pas si c'est le genre de boîte que tu dois renforcer régulièrement parce que tu risquerais d'avoir un jour une grosse surprise. Et on va aussi regarder Ferrari parce que c'est marrant, je commence à le voir dans certains portefeuilles. Le payout ratio est quand même très soutenable. C'est quoi la tête du dividende? Est-ce qu'ils sont capables d'augmenter régulièrement leur dividende? Ouais, on a un dividende qui augmente régulièrement, on a un chiffre d'affaires qui augmente. Ouais, c'est joli, hein. Je trouve que c'est cohérent avec ce que tu m'as dit dans ta stratégie, tu sais, de me dire je me focalise sur quelques boîtes mais choisis des belles boîtes dont les finances sont saines. Ouais, c'est cohérent. Par contre, le bénéfice net par action, c'est quand même ça a quand même tendance à augmenter, c'est pas trop mal. Est-ce que tu la payes cher cette boîte? C'est une boîte que tu payes un peu cher. Si tu veux, ça rejoint ce que je t'ai dit au tout début. Il faut faire gaffe parce que tu as commencé à investir donc en 2023, début 2023, les marchés n'ont fait que monter. Tu es sur des boîtes qui sont sur des boîtes de croissance et sur des boîtes qui sont déjà bien valorisées. Donc voilà, je vois que tu as l'ETF aussi dans ton portefeuille. L'ETF Monde qui verse de hauts dividendes. Une fois que tu as pris ta décision d'investir régulièrement, je pense que ça vaut la peine d'avoir cette réflexion supplémentaire du type je vais pas investir dans tout n'importe quand à n'importe quel prix, et donc regarde un petit peu dans ton portefeuille quelle position dans ton portefeuille te semble la plus décotée pour être sûr que t'es pas en train de te constituer un portefeuille où tout sera surévalué, parce que le jour où ça va corriger, ça peut surprendre. Alors il y a une dernière chose que je dirais, mais c'est très bien, et de toute façon la première chose à noter, c'est que c'est super d'avoir commencé à investir à ton âge, c'est super d'avoir une stratégie de ce genre-là où t'es resserré entre d'un côté des ETF et puis de l'autre côté des belles entreprises que t'as sélectionnées parce qu'elles étaient belles. Sois peut-être juste un petit peu attentif aux questions de valorisation, parce que encore une fois, être attentif à la valorisation, c'est ce qui évite de se prendre de trop grosses claques quand les marchés baissent. Et puis le dernier truc que je peux te dire, ça c'est juste pour le garder à l'esprit, tu sais, quand tu me dis que ton objectif c'est d'investir 400 € par mois, la question que je voudrais te poser, c'est est-ce que, outre l'investissement, tu as aussi un petit peu d'épargne? Je te dis ça parce que là, tu as 23 ans, donc je sais pas, hein, chacun son projet de vie, mais il y aura peut-être un moment où tu vas te dire, je sais pas, j'ai envie de m'installer avec quelqu'un, j'ai envie d'avoir ma maison, mon appart, ce genre de choses. Et la question, c'est est-ce que le jour où tu voudras acheter quelque chose, tu auras un apport? Parce qu'une chose un peu désagréable qui peut arriver, c'est que tu commences à mettre les efforts nécessaires pour commencer à investir, pour te construire des
position sur les marchés, et puis un jour tu te rends compte que tu as besoin de cash, tu as besoin de monnaie, comme ça tu as besoin d'un gros paquet d'argent pour pouvoir payer un truc, par exemple l'apport pour pouvoir emprunter, pour pouvoir acheter quelque chose. C'est dommage de devoir vendre son portefeuille pour pouvoir faire ça. Donc je te conseillerais de commencer à voir venir, et quitte à investir un petit peu moins, ce qui peut être désagréable, parce que moi je comprends, hein, l'investissement c'est tellement fun qu'on a envie de mettre tout l'argent qu'on a sur les marchés, parce que c'est vraiment agréable, surtout quand on commence à découvrir l'investissement en bourse. Mais ça vaut la peine de se forcer une partie de l'argent que tu mets de côté, au lieu de l'investir seulement en bourse, tu l'investis sur un livret A, tu vois, sur un truc qui est vraiment liquide et pépère, et tu commences à te construire ce petit matelas qui te permettra de ne pas avoir à taper dans ton portefeuille quand tu auras besoin d'argent. Et si tu veux faire quelque chose d'encore plus malin que ça, il y a une partie, tu le mets dans ton épargne de long terme, où tu sais, tu le touches pas, c'est une épargne qui reste là le jour où tu auras besoin de faire un gros achat, et à côté de ça, tu te fais une petite partie qu'on appelle le fonds d'urgence, où là, tu te construis un petit matelas pour, peut-être qu'à 23 ans, t'as pas de bagnole, t'as pas de frais, t'as pas de trucs, etc. Mais le jour où t'auras des factures imprévues à payer, des trucs comme ça, tu sais que tu as ce matelas pour pas taper dans ton épargne de long terme et pour pas taper dans ton portefeuille. Donc c'est le seul truc que je regarderais dans ce que tu m'as dit, mais peut-être que t'as déjà cette réflexion, mais ça vaut la peine de se protéger pour ne jamais avoir à couper son effort d'investissement, parce que c'est vraiment sur le très long terme que l'investissement portera ses fruits. Dernière petite chose, en vrai, en gros, ça, vu les petits montants que tu investis à ce jour, te prends pas trop la tête non plus. Faut pas trop te prendre la tête. Ce que tu fais, c'est rationnel. Ce que tu fais, c'est intéressant. Quand bien même ça corrigerait beaucoup, tu vas continuer à épargner, tu vas continuer à avancer. Les trucs que tu as en portefeuille, c'est quand même assez sérieux, assez sécure. Donc commence pas à passer des heures à te demander est-ce que je dois plutôt investir dans l'ETF machin plutôt que dans l'ETF machin, est-ce que je dois remplacer telle boîte tech par telle boîte tech, ça deviendra vraiment important le jour où tu auras investi tellement d'argent que tes positions auront grossi, et puis à des fois tu pourras faire des swaps entre je sais pas moi, les 25 000 euros que tu as mis dans Microsoft, tu pourras te dire est-ce que je pourrais pas mettre ces 25 000 euros ailleurs, les 50 000 euros que tu auras dans Ferrari, est-ce que tu peux les mettre ailleurs, etc. Là ça vaudra la peine de réfléchir un petit peu plus. Pour le moment vraiment c'est très bien, focalise-toi sur devenir le meilleur du monde au poker. Là je pense qu'il y a des championnats où tu peux faire rentrer quelques ronds. Pense aussi à la suite, que fait un joueur de poker quand il est plus joueur professionnel, parce que j'ai l'impression que le poker c'est un peu comme le sport de haut niveau, tu vois. Il y a un moment où je sais pas si t'as des je pense que les champions de poker ils sont plutôt jeunes, tu vois, ils ont moins de 30 ans, parce que je crois que cognitivement il faut être quand même assez frais et dispo. Donc voilà, consacre ton énergie à devenir meilleur dans ton domaine, à penser à quelles seront tes sources de revenus une fois que tu auras terminé ta carrière de poker, et l'investissement, ma foi, là tu es très bien parti. Et bien voilà pour cette discussion autour du portefeuille de cet abonné. Je vous rappelle que si vous voulez commencer à investir, rejoindre la grande aventure, vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise, le courtier avec lequel j'avance progressivement petit à petit vers la liberté financière, et en suivant mon lien affilié, vous bénéficiez de 100 € de frais de courtage remboursés qui vous permettront le premier mois d'ouvrir vos premières positions de façon tout à fait indolore. Et par ailleurs, si vous voulez rejoindre la conversation, vous savez que vous avez accès à ma page Patreon qui vous donne tout un tas d'avantages. L'avantage, comme on l'a vu, de pouvoir avoir un épisode dédié à votre portefeuille et à vos investissements. Vous avez également sur cette page Patreon la série qui s'appelle Entreprendre en France, où je documente ce que je fais pour gérer et faire grandir une micro-entreprise, avec l'objectif que ça vous donne des idées pour en faire de même et donc augmenter vos revenus. Et vous avez également accès aux vidéos sur le portefeuille alpha, à savoir les stratégies que j'utilise pour investir l'argent que je gagne avec la micro-entreprise et pour aller chercher un petit peu de performance supplémentaire. Sur ce, chers amis, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news.